Donc, je vais faire vite. Et donc, pour répondre justement à ce truc de la limitation des droits des citoyens, comme tu le disais, Jack, dans une de tes vidéos, bah, la loi est une limitation. Toutes les lois sont des limitations des droits des citoyens. Et c'est d'ailleurs justement la démonstration que tu fais souvent, c'est que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, comme par exemple. Ce qui n'est pas explicitement interdit. Voilà, ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé. Donc, ben voilà, ça fonctionne aussi là, c'est de la même manière. Et effectivement, ils utilisent la tolérance démocratique par la liberté d'expression, justement pour imposer leur discours. Alors, tu as raison, c'est vrai qu'il y a une limitation de la démocratie, mais en fait, alors oui, c'est du fait de l'État qui ne fait pas respecter ton droit à la liberté d'expression. Parce qu'effectivement, si tu fais une critique de l'islam, tu te retrouves avec des menaces de mort. C'est ce qu'on a vu avec Mila. Tu te fais assassiner. C'est ce qu'on a vu avec Dominique Bernard et avec Samuel Paty. Tu te fais mitrailler, comme on avait vu avec Charlie, etc. En attendant, on ne peut pas dire que l'État français ne fait rien pour essayer de protéger ce. Alors, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas vraiment. Peut-être qu'il ne se donne pas franchement les moyens d'y parvenir. C'est un autre débat, ça. Nous sommes d'accord, mais effectivement, tu as raison. De la même manière que les nazis, avec les milices, etc., en interdisant les oppositions, etc., ont limité d'une certaine manière dans l'espace public la liberté d'expression et donc ont entamé la démocratie. Nous sommes parfaitement d'accord. En attendant, le principe démocratique reste valable et arrivé à un certain stade, comme il a été dit, les islamistes ou les nazis passent par le processus démocratique pour arriver au pouvoir, et une fois au pouvoir, et on est en train de le voir avec l'autre cinglé qui vient d'arriver au pouvoir en Argentine, il a suivi le processus démocratique. Il est élu, et maintenant, il vient de limiter le droit à la manifestation. Voilà. Donc là, effectivement, on est sur un régime qui peut redevenir totalitaire en Amérique. Mais justement, ces questions-là, ces points-là, ces positionnements-là, qui, moi, me posent réellement problème. Parce que on va finir par conclure que la démocratie n'est pas un bon système. C'est ça. Alors que je te dis. C'est un très bon idéal. Mais non. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas, il y a moins de démocratie. C'est ça qui pose problème. C'est pas la démocratie elle-même, c'est qu'il y a, les gens, je vais faire un parallèle et je vais pas faire un point Godwin, comme tu viens de faire. Mais merde, bon, je peux prendre le communisme, hein, si tu veux. Il n'y a pas de problème. C'est juste une petite blague. Mais je vais faire un parallèle parce que c'est pas la démocratie qui a amené Hitler à devenir, comment dire ça? C'est la faiblesse de la démocratie. Non, il n'y a pas eu un vote, il a gagné le vote, ça n'a pas eu lieu. Je te dis juste que dire ce genre de truc, oui, il faut, Baron, il faut aller vérifier. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'a pas gagné les élections. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'a pas gagné les élections. Dans cette brochure parue en octobre 1933 aux USA, un militant rouge affirma que le Parti communiste allemand avait aidé les fascistes, comprenez les nationaux-socialistes, à prendre le pouvoir. Cet organe communiste américain expliquait ainsi cette apparente contradiction. Au-delà des protestations de forme, le Parti communiste allemand souhaitait la victoire brune, car il pensait qu'une fois Hitler au pouvoir, les travailleurs s'uniraient contre la dictature fasciste, ce qui permettrait enfin un soulèvement unitaire en vue d'imposer les soviets. D'autres espéraient qu'Hitler s'attaquerait directement aux communistes et que dans une contre-attaque massive, les rouges réunis vaincraient puis imposeraient la République des soviets. Certains allaient jusqu'à imaginer qu'une fois au pouvoir, les nationaux-socialistes massacreraient les communistes, ce qui provoquerait en retour une grève générale, donc une paralysie du pays. Le 30 janvier 1933, la première partie de ce plan communiste se réalisa. Hitler fut nommé chancelier. Sans attendre, les Rouges passèrent à l'action et lancèrent des appels au soulèvement. Leur appel massif fut répercuté dans la presse américaine. Elle parlait de mots d'ordre qui circulaient appelant à la rébellion. Le 30 janvier au crépuscule, les troupes hitlériennes organisèrent des marches de la victoire au flambeau. Paris Soir écrivit
Disciplinées, ardentes, orgueilleuses, elles ont voulu, par cette parade nocturne, célébrer la prise du pouvoir par leur chef et démontrer, une fois de plus, leur puissance et leur volonté. Le terme à retenir est « discipliné », car ces parades furent avant tout des célébrations opérées dans le calme. Or, durant cette nuit, un des chefs SA qui revenait du défilé et un policier qui assurait le service d'ordre furent assassinés à coups de feu. Le lendemain, ce quotidien américain titra « Les communistes se mettent en branle pour la révolte ». Mensonge de la presse capitaliste? Absolument pas. Dans sa livraison du 31 janvier 1933, en page 3, l'Humanité publia l'appel du Parti communiste allemand. C'est un document historique de la première importance dont il convient de citer un large extrait. À la manière de l'assassin qui hurle qu'on l'égorge, les adeptes de la stratégie de terreur écrivaient « Le régime de terreur sanglant du fascisme est érigé en Allemagne. Masses ouvrières, ne permettez pas que les ennemis mortels du peuple allemand, que les ennemis mortels des ouvriers et des paysans pauvres, des masses travailleuses des villes et des champs, accomplissent leurs crimes. Dressez-vous contre ces attaques et contre la terreur de la contre-révolution fasciste. Défendez-vous contre la réaction sans borne de la dictature fasciste. Descendez dans la rue, arrêtez le travail dans les usines, répondez immédiatement par la grève de masse, par la grève générale, à l'attaque des chiens sanglants fascistes. Ouvriers, ouvrières, jeunes ouvriers, dressez-vous dans toutes les entreprises, dans tous les syndicats, dans toutes les organisations ouvrières, dans tous les bureaux de placement en faveur de la grève générale contre la dictature fasciste. Décidez partout la cessation du travail. Organisez partout des démonstrations de masse et élisez des comités d'unité et des comités de grève. Organisez la lutte. La suite était un appel lancé à toutes les organisations dites de gauche pour qu'elles se groupent autour du Parti communiste. L'appel se terminait ainsi. Vive le front unique prolétarien contre la dictature fasciste de Hugenberg. À bas Hitler, Papen, Hugenberg. Vive la grève générale. Si ce n'était pas encore une insurrection armée, du moins était-ce un appel clair à cette insurrection. J'ajoute que les socialistes se rapprochèrent alors des communistes en lançant l'appel suivant. La lutte du prolétariat contre le fascisme est entrée dans une phase nouvelle et nous voudrions tous pouvoir espérer qu'à cette occasion, nos rapports avec les partis communistes entrent également dans une voie nouvelle. Répondant à ce mot d'ordre, un militant socialiste de Hambourg tenta d'organiser dans sa ville une grève générale. Des combats sanglants éclatèrent dans cette ville, ainsi qu'à Lübeck, Zittau, Pforzheim et Homberg, où 3 nationaux socialistes et un policier furent tués. C'est donc un front rouge et rose qui se constituait, menaçant le nouveau régime de l'Allemagne. À Nuremberg, Hermann Göring le rappela, l'époque était aux tensions politiques très vives et tout cela pouvait mener à des attaques révolutionnaires du Parti communiste. Maintenant, je pose la question, qu'auriez-vous fait à la place d'Hitler ? Auriez-vous attendu tranquillement que la révolte éclate et que le torrent révolutionnaire vous emporte? Bien sûr que non. Vous auriez réagi au plus vite afin de parer le danger. Eh bien, c'est ce que fit le gouvernement national-socialiste. Face au danger, le nouveau régime devait pouvoir gouverner sans être entravé par les manœuvres de la gauche, donc en disposant d'une majorité absolue au Reichstag. Or, les élections du 6 novembre 1932 ne la lui avaient pas donnée. Seule une coalition avec le parti du centre, catholique, pouvait permettre de l'obtenir. Voilà pourquoi, dès le 31 janvier, Hitler entreprit des négociations avec le chef du centre, Monseigneur Kaas. Mais dès le début, la presse annonça leur échec, le centre refusant de collaborer avec les nationaux socialistes. Les pourparlers n'ayant effectivement pas abouti, le 1er février, face à l'urgence, le Führer décida et obtint un décret de dissolution du Reichstag avec organisation d'élections le 5 mars suivant. Wikidia prétend que cette mesure aurait été décidée pour éliminer les partis socialistes et communistes. Cette présentation tendancieuse frôle le mensonge. En vérité, il s'agissait d'une mesure légale et constitutionnelle destinée à obtenir une majorité absolue. La Deutsche Allgemeine Zeitung le rappela en ces termes. La dissolution est, il est vrai, un moyen rigoureusement légal et constitutionnel pour essayer de l'obtenir.
On ne pouvait être plus clair. Dans Paris Soir, Jean Tarot souligna « Le nouveau cabinet a donc pris l'engagement de ne rien entreprendre de contraire à la légalité, de ne pas changer la Constitution, ni de dissoudre le Reichstag, sans fixer en même temps la date des nouvelles élections. » Et plus bas, le maréchal Hindenburg, usant des pouvoirs que la Constitution lui accorde, a prononcé ce décret de dissolution sans attendre la réunion de l'Assemblée. Bref, arrivé légalement au pouvoir, Hitler souhaitait obtenir tout aussi légalement une majorité afin de ne plus craindre les obstructions de la gauche. J'ajoute que les élections organisées furent libres. Le Parti national-socialiste ne put remporter la majorité absolue. Il ne l'obtint qu'en s'alliant aux nationaux allemands. Quoi qu'il en soit, ce 1er février 1933, en même temps qu'il obtenait la dissolution du Reichstag, Hitler sonna le tocsin. Dans une déclaration publique, il souligna que l'Allemagne devait renaître, sans quoi le drapeau bolchevique flotterait bientôt sur le pays. Car dans tout le pays, les manifestations communistes se multipliaient, entraînant des désordres révolutionnaires. Près du siège du Parti communiste, les militants nationaux-socialistes devaient circuler protégés par la police. Voilà pourquoi, ce 1er février 1933, les autorités du pays interdirent les manifestations publiques communistes. Un appel à l'insurrection ayant été lancé, des perquisitions furent organisées dans les locaux et les permanences du Parti communiste, qui permirent de saisir des documents importants. Parallèlement, et pour décourager tout recours à la violence révolutionnaire, les SA organisèrent une grande démonstration de force devant le siège du PC. Le 3 février, la presse française titra « La lutte est engagée contre les communistes ». Cependant, loin d'intimider les rouges jusqu'au boutiste, ces actions renforcèrent au contraire leur détermination. Le 2 février, les principaux meneurs communistes appelèrent leurs millions d'adhérents à se réunir pour monter à l'assaut du nouveau gouvernement qualifié de réactionnaire. Le même jour, les premières grèves débutèrent à Mannheim et surtout dans la ville rouge de Lübeck. Plus grave, à Königsberg, des chômeurs descendirent dans la rue et renversèrent des autos ainsi que des tramways. Au cours des émeutes, plusieurs policiers et nationaux-socialistes furent blessés. Le 3 février, les autorités gouvernementales lancèrent un avertissement. La poursuite des manœuvres terroristes entraînerait la prise de mesures d'exception. Il était notamment question de remettre en vigueur une ordonnance de 1932 qui prohibait les appels au désordre par voie de presse. La journée et la nuit n'ayant apporté aucun signe de détente, un arrêté fut publié le lendemain qui frappait d'interdiction plusieurs organes communistes. Car le mouvement rouge semblait s'étendre. Ce même 4 février, 230 grèves, réunions de masse et assemblées de comités d'entreprise avaient été organisées afin d'organiser la riposte. Quant au Parti communiste allemand, il appelait les masses aux actions extra-parlementaires sous forme de grève et de lutte la plus énergique. Le 5 février, les autorités organisèrent des obsèques nationales aux chefs des SA et aux policiers tués le 30 janvier précédent. L'objectif était de calmer les esprits en démontrant la détermination du nouveau régime à riposter. En vain. Dans la nuit du 5 au 6 février, de nombreuses bagarres éclatèrent, faisant des morts et des blessés. À Bochum, un chef de section national-socialiste périt lors d'une rixe. À Leipzig, des communistes attaquèrent un cortège hitlérien. À Düsseldorf, une camionnette qui ramenait dans leur village des militants hitlériens tomba dans une embuscade. Le chef mourut tué d'une balle au front et 10 de ses compagnons furent blessés. La nuit suivante connut également des rixes sanglantes à Bonn, à Charlottenburg et dans d'autres quartiers de Berlin. Le 7 février, l'Humanité titra « Contre le fascisme, la riposte ouvrière s'organise. Grèves et combats de rue dans tout le Reich ». Oui, vraiment, le torrent révolutionnaire montait. À la même époque, sous le titre « L'Allemagne risque de connaître des jours sanglants », un éditorialiste américain écrivit « Il serait téméraire de dire ce qui arrivera en Allemagne au cours des prochains 60 jours. Mais ce sera un miracle si le sang n'est pas répandu dans une large mesure. » L'auteur terminait en soulignant que le spectre de la guerre civile la plus féroce planait sur le pays. Le 9 février, l'Humanité titra « La riposte ouvrière s'accentue. Grève générale à Strasbourg, grève à Mannheim, Stuttgart, Constance. » La fin de la semaine fut sanglante. Les rixes firent 11 morts et 23 blessés. À Eisleben notamment,
Un détachement de SA essuya le feu de communistes embusqués dans une de leurs imprimeries. Une bagarre s'ensuivit, au cours de laquelle le bâtiment fut investi et saccagé. Des perquisitions organisées dans les locaux communistes permirent la saisie de nombreuses armes clandestines. Bien que les communistes n'aient pas atteint leur objectif, l'Allemagne menaçait de devenir un baril de poudre et la police s'avouait débordée. Voilà pourquoi le 15 février, après avoir affirmé qu'une lutte à la vie et à la mort opposait désormais l'Allemagne nationale et les forces communistes, le porte-parole du gouvernement annonça que les sections d'assaut formeraient désormais une police auxiliaire. Le 24 février, la décision fut mise en application. Hermann Göring la justifia en dénonçant la menace communiste. La police régulière, expliqua-t-il, travaille au-delà de ses forces. Dès lors, il est impossible de continuer sans une police supplémentaire. La police auxiliaire sera utilisée pour assister la police régulière dans le maintien de l'ordre public. Elle surveillera aussi les meetings électoraux, protégera les bureaux des associations politiques et assistera la police lors de missions. Dans le cas de résistance et autres urgences, elle sera utilisée pour épauler la police régulière et sera affectée à la protection des bâtiments publics et des usines. Notons que ces policiers auxiliaires agiraient toujours sous les ordres d'officiers de la police régulière. Parallèlement et dans le plus grand secret, alors que la campagne électorale battait son plein, le gouvernement préparait un grand coup de filet dans les milieux communistes. À Nuremberg, Hermann Göring expliqua : quand le besoin se fit sentir de créer l'ordre avant tout et de supprimer les plus dangereux éléments de désordre dirigés contre nous dans le nouvel État, je pris la décision d'arrêter par surprise les fonctionnaires et chefs communistes. Je fis dresser une liste et je savais qu'en arrêtant que les plus importants et les plus dangereux, cela représenterait quand même plusieurs milliers, car il n'était pas seulement nécessaire de saisir les fonctionnaires du parti, mais également ceux des formations du Front Rouge, car les communistes avaient également des associations affiliées. Ces arrestations eurent lieu pour des raisons de nécessité et de sécurité de notre État. Il s'agissait d'éliminer un danger. Pour cela, une seule possibilité, celle de l'arrestation de protection. Peu importe si on avait déjà prouvé que ces personnes étaient coupables d'une action de haute trahison ou s'il fallait seulement s'y attendre de leur part. Il fallait la prévenir par cette arrestation de protection. Tout cela n'avait rien de nouveau et ce n'était pas une invention nationale-socialiste. De semblables mesures d'arrestation de protection étaient pratiquées auparavant dans l'Ancien Reich, en partie contre les communistes et en partie contre nous, les nationaux-socialistes. Les prisons n'étaient pas à notre disposition dans ce but et je voudrais insister sur le fait qu'il s'agissait là d'un acte politique de défense en vue de la protection de l'État. C'est pourquoi je prétendais que ces hommes devaient être internés dans des camps. On proposa 1 ou 2 camps à ce moment, parce que je ne pouvais pas savoir combien de temps ces arrestations s'avéreraient nécessaires. J'ignorais aussi le nombre des intéressés susceptibles d'être découverts au cours des actions entreprises contre le Parti communiste. Lors de l'occupation de la maison Karl Liebknecht, nous avions trouvé tellement d'armes, de matériel et de préparatifs pour une guerre civile que nous ne pouvions pas encore prévoir les conséquences du développement. J'ai déjà indiqué, et c'est naturel, qu'en ces périodes de tension politique, comme il en existait une entre les deux ailes extrémistes en Allemagne, et au moment où l'âpreté de l'opposition politique entraînait des combats de rue continuels, que la situation pour les internés ne serait en tout cas pas très agréable. J'avais donné des instructions pour que la surveillance fût faite autant que possible par les forces de police. Si elles ne devaient pas suffire, des forces auxiliaires devaient alors être demandées. J'ai pris position sur la question des camps de concentration, mais je voudrais faire remarquer que le nom de camp de concentration n'a pas été inventé par nous. Il est apparu dans la presse étrangère. Nous n'avons fait que le reprendre. L'origine de ce nom relève plutôt de l'histoire. Les camps de concentration furent donc un acte de défense contre des ennemis politiques jugés, à raison, potentiellement dangereux. Je rappelle qu'à la même époque, le gouvernement autrichien de Dollfuss internait lui aussi les opposants politiques dans un camp de concentration, celui de Kaisersteinbruch. On y trouvait des sociodémocrates, des communistes et 1800 nationaux-socialistes. Quoi qu'il en soit, en Allemagne, un événement allait tout précipiter. Dans la nuit du 27 au 28 février, un incendie criminel dévasta le Reichstag.
Sur cette affaire, je recommande la lecture de l'ouvrage de Fritz Tobias. L'auteur démontre que les communistes allemands n'étaient pas liés à cet attentat. Son auteur, Marinus von der Lubbe, était un communiste esseulé, soucieux de réveiller les foules qu'il jugeait trop léthargiques. Si les nationaux-socialistes exploitèrent cet événement, ils ne le provoquèrent pas. Dans son livre publié en 1934 à l'attention d'un public anglo-saxon, Hermann Göring expliqua « Si l'on m'accuse également d'avoir commandité l'incendie du Reichstag afin de pouvoir me saisir des communistes, je peux seulement dire que cette idée est ridicule et grotesque. Je n'avais pas besoin d'un événement quelconque pour m'autoriser à agir contre les communistes. La liste de leurs crimes était déjà si longue et leurs délits si atroces que j'étais de toute façon résolu à utiliser tous les pouvoirs à ma disposition pour éradiquer sans pitié ce fléau. Dans les faits, l'incendie du Reichstag ne servit pas du tout mes plans. Il me contraignit à précipiter l'action avant que j'en ai achevé la préparation nécessaire. » Et en effet, le lendemain soir, un décret proclamant l'état d'exception fut publié. Ce fut le fameux décret rappelé par cet avocat lors du procès de Nuremberg. Entièrement légal, il s'appuyait sur l'article 48 de la Constitution du Reich. Le gouvernement le justifia en arguant qu'il s'agissait de parer le danger communiste. Dans les heures qui suivirent l'incendie, il permit l'arrestation de 130 meneurs rouges. Malgré ces mesures, tout danger n'était pas écarté, bien au contraire. La veille de l'ouverture du Reichstag à Potsdam, on apprit que des mesures exceptionnelles avaient été prises afin d'éviter tout incident. Toutes les maisons situées sur le parcours que doit suivre le cortège parlementaire resteront fermées à partir de 10 h du matin jusqu'après la fin de la cérémonie. Entre ces heures-là, aucune personne ne sera autorisée en aucun cas à pénétrer dans son domicile ou à en sortir sans une autorisation spéciale de la police. 2 détectives stationneront à l'entrée de chacune de ces maisons, tandis que des soldats armés seront postés sur les toits des immeubles faisant le coin des rues. La police a averti les habitants de Potsdam de ne point se trouver mardi matin dans les rues de la ville portant de gros colis, car les agents de service ont reçu l'ordre formel de confisquer tous les gros paquets et de les transporter au poste de police où ils ne pourront être réclamés par les ayants droit qu'après la fin de la cérémonie. La police a également interdit la prise de clichés photographiques le long du parcours, de même que la coutume qui veut que les habitants lancent des fleurs au président au passage du cortège. Toute personne enfreignant ces ordres sera immédiatement arrêtée. Ces mesures n'étaient pas pour la propagande, car à la même date, on apprit qu'un attentat à la grenade contre Hitler avait été déjoué. Interrogé, le préfet de police de Munich, Himmler, déclara que depuis plusieurs jours, par des nouvelles venant de la Suisse, la préfecture de police de Munich savait que les milieux communistes préparaient des attentats contre le chancelier du Reich et contre d'autres personnalités dirigeantes de la Nouvelle-Allemagne. Le lendemain, la presse annonça l'ouverture du camp de Dachau dans une ancienne fabrique de munitions. L'endroit était prévu pour recevoir 5000 détenus, car les arrestations de meneurs rouges continuaient. Plus de 25 000 personnes furent finalement appréhendées puis internées, à Dachau et dans d'autres camps qui ouvrirent, comme Oranienburg le 21 mars 1933. Mais la plupart bénéficièrent d'un élargissement avant un an. À Nuremberg, Hermann Göring rappela les 2 amnisties de Noël 1933 et de novembre 1934, qui virent la remise en liberté de 7000 détenus. En 1934, il en restait moins de 10 000. Sachant que la population allemande comptait alors 80 millions de personnes, nous étions bien loin d'une terreur organisée. On me répondra sans doute qu'année après année, le nombre d'internés augmenta. La principale raison est simple. La lutte contre le nouveau régime se poursuivait. Cet organe communiste américain le démontre. Fin 1933, les groupes agissaient et recrutaient encore. En avril 1934, au Danemark, une réunion internationale permit aux Rouges de faire le point sur le combat clandestin en Allemagne. Les textes des communistes allemands étaient publiés en anglais pour une diffusion mondiale. On y expliquait comment former des cellules communistes, ainsi que les différentes formes d'action militantes. L'objectif final était toujours le même, le soulèvement pour abattre la dictature fasciste. Personnellement, je comprends ces communistes qui agissaient. Mais il faut alors comprendre les nationaux-socialistes qui, eux, réagissaient.